Merci Irfan pour cette présentation. J'espère que je pourrai la justifier, au moins à moitié. C'est d'autant plus difficile que je parle après Judith parce qu'elle a dit beaucoup de choses que je voulais dire et mieux que moi. C'est pour ça qu'elle était en relations publiques alors que je suis un simple journaliste. Alors, je voudrais commencer par remercier QSSO qui a fait un tel effort pour rendre la conférence accessible aux patients et aux familles, non seulement accessible, mais abordable. Il n'y a pas assez de conférences qui font cela, donc je les félicite tout d'abord. Et bien sûr, je vous remercie d'être présents si nombreux. Je ne suis pas un supporter des sports professionnels, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au dôme à côté. En entrant, là, j'ai entendu des jeunes hommes qui parlaient de balles et je me suis dit peut-être dépistage du cancer des testicules, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose là-bas. Vous pourrez y aller après, je tâcherai d'être bref. Alors, un thème qui intéressera, j'espère, ce public, les soins axés sur les patients. C'est de cela que je veux parler. Le terme est très employé, comme vous avez entendu Judith le dire, on en parle depuis toujours, mais on ne le fait pas depuis si longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce terme signifie? Est-ce que le système de santé sera plus sûr ou plus efficace au plan des coûts s'il est axé sur les patients? Est-ce que ça devrait être une priorité vu tout ce qu'on doit faire dans les soins de santé? Et si oui, quels sont les arbitrages? Qu'est-ce qu'on doit abandonner si on veut être plus axé sur les patients? Est-ce que nous pouvons passer de la parole à l'action dans ce domaine? Voilà certaines des questions que je voudrais aborder pendant mon intervention. Je vais commencer par quelques considérations théoriques, quelques définitions un petit peu académiques. Ensuite, je voudrais passer la plus grande partie de mon temps à parler de questions pratiques. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les patients? Comment notre système de santé doit-il changer pour devenir vraiment axé sur les patients? Quelles sont les réformes, les innovations qui sont nécessaires au niveau des systèmes, au niveau général? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie en première ligne? Comment les fournisseurs de soins en première ligne doivent-ils changer pour devenir davantage axés sur les patients? Et comment les patients doivent-ils changer pour que le système fonctionne différemment? Voilà un grand nombre de questions. Mais avant de les aborder, je voudrais aborder quelques questions techniques. Vous remarquerez que je n'ai pas de diapositive PowerPoint et que je ne suis pas en train de paniquer. Ce n'est pas une défaillance technique, c'est un choix. Alors, comme Judith, j'ai décidé de vous parler simplement, et je le fais pour une ou deux raisons. Pas strictement parce que je suis hostile à la technologie, même si c'est parfois c'est le cas en partie, mais pour une ou deux bonnes raisons. D'abord, je passe beaucoup de temps aux conférences et je pense que la technologie est surutilisée, qu'on en abuse, un peu comme la technologie dans les soins de santé. On s'en sert trop quand on n'y est pas obligé. Je pense également que la clé aux soins de qualité, aux soins axés sur les patients, c'est la communication. Vous avez entendu parler de communication aujourd'hui. La clé, communication, c'est la clé. Parler, écouter, c'est ça qui distingue les bons soins de santé des soins de santé médiocres, au moins selon moi. Alors je veux prêcher d'exemple. Je sais que les patients, quand vous êtes à leur chevet, ils n'ont pas de PowerPoint, alors je ne vais pas en utiliser un pour vous parler des questions pratiques. Bon, Fiona va peut-être aborder la question de façon plus académique. Moi, j'ai ma campagne Choisir avec soin et je choisis de ne pas utiliser PowerPoint et j'espère que d'autres m'imiteront. Bon, vous entendez souvent dire à des conférences, des conférenciers dire voudrez-vous éteindre vos téléphones, etc. Je ne vais pas faire ça. En fait, le contraire, je vous encourage à allumer vos téléphones et vos iPads et vos ordinateurs et à faire participer d'autres personnes dans la conversation virtuellement par les médias sociaux. Alors si vous voulez afficher des billets sur Facebook ou Twitter ou Pinterest ou Tumblr, quel que soit votre média social de choix, allez-y, je suis journaliste, vous pouvez me citer, à tort ou à raison, ça ne me pose pas de problème. Vous savez peut-être que mon média social de choix est Twitter, vous avez entendu quelques allusions, je suis @PicardOnHealth sur Twitter. Comme vous le savez déjà, il y a un mot dièse HQT 2015 pour cette conférence. Et si vous voulez regarder la partie de baseball, allez-y. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le Institute of Medicine aux États-Unis définit les soins axés sur les patients comme étant des soins qui respectent les préférences, les besoins et les valeurs individuelles des patients et y répondent. Ça, c'est une définition qui est exhaustive, inspirante même. Ça veut tout dire et en fait ça ne veut rien dire. Donc une bonne définition académique.
Vous avez sans doute entendu l'expression bon, je ne sais rien sur l'art, mais j'aime ce qui me plaît. Et c'est ce que j'éprouve au sujet des soins axés sur les patients. C'est difficile à définir avec précision, mais on sait quand on en reçoit ou quand on n'en reçoit pas, surtout, quand les soins ne sont pas axés sur les patients. Tout le monde dans cette salle a sans doute quelques exemples dans sa vie. On ne peut pas nécessairement énoncer toutes les caractéristiques des soins axés sur les patients. On ne peut pas simplement créer une appli qui va transformer le système par magie en système axé sur les patients. Mais on peut s'en faire une idée et on sait comment y parvenir dans une odyssée, l'odyssée pour utiliser ce terme surexploité. Dans mon travail, je visite beaucoup d'hôpitaux. J'ai visité des centaines d'hôpitaux au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans le monde en développement. Et avec le temps, j'ai acquis une bonne idée je pense, de la qualité des soins dispensés par un établissement dans environ 5 minutes, en 5 minutes après être entré. Je ne suis pas obligé de regarder des opérations, de lire les rapports. Les premières impressions sont souvent correctes. Elles vous donnent une idée de la culture d'un établissement. Ce n'est pas nécessairement le cadre physique, parce que j'ai visité des hôpitaux délabrés en Ouganda et au Rwanda qui font peur, mais qui offrent de bons soins, parce qu'on le voit donc dans le personnel. Alors, qu'est-ce que je recherche? Moi, je recherche donc le comportement du personnel plus qu'autre chose. Pour moi, c'est plus important que n'importe quel rapport scientifique. Moi, je voudrais être traité dans un hôpital où le personnel me regarde dans les yeux. Je crois que rien n'est plus important. C'est très éloquent. Je ne veux pas être traité dans un endroit où les employés regardent leurs chaussures quand un patient passe. De crainte d'avoir un contact qui pourrait créer davantage de travail ou quelque chose de désagréable comme de devoir parler à quelqu'un. Moi, je veux traiter dans un hôpital où les employés disent « puis-je vous aider ?» lorsqu'ils font un effort pour vous aider quand vous semblez perdu ou que vous êtes tout seul dans un coin. Moi, je veux être traité dans un hôpital où le chef de la direction est dans les étages tous les jours, parler aux patients, parler au personnel, parce que vraiment ça compte. Le contact personnel, ça compte. Bon, tout ça pour dire que pour moi, les soins axés sur les patients, plus que toute autre chose, c'est une culture d'empathie. Vous l'avez entendu dire encore et encore, vous l'avez entendu dire très éloquemment par Judith. À bien des égards, ce concept s'exprime plus facilement en aphorisme qu'en définition. Vous connaissez sans doute beaucoup de ces slogans, vous les avez entendus aujourd'hui, vous les avez entendus au fil de vos odyssées dans le système de santé. Les besoins du patient passent d'abord. Ça, c'est le slogan de la fameuse clinique Mayo. Chaque patient est le seul patient. Ça, j'ai vu ça gravé au fronton de l'hôpital à l'université Harvard. Rien de ce qui me concerne ne se décide sans moi. Ça, c'est devenu là le slogan des groupes de patients dans le monde entier. Je ne connais pas l'origine exacte de cette expression. Personnellement, je l'ai entendu prononcer par Dave de Bronkhart, que vous connaissez comme e-patient Dave, qui est vraiment un promoteur, un pionnier dans les soins axés sur les patients. Une autre description des soins axés sur les patients est un peu plus insolite. Permettre aux patients de vivre une meilleure journée. Moi, j'aime cette définition, parce que, en définitive, c'est ça les soins de santé. Il s'agit de permettre aux patients de se sentir un peu mieux, pas de les guérir, pas de les sauver par magie, les aider à vivre à jamais, mais leur permettre de se sentir un peu mieux aujourd'hui, ici. Ces petits gestes, on l'entend dire encore et encore, c'est ce qui compte. Tout ce que je viens d'énumérer, comme beaucoup d'aspirations dans les soins de santé, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à promettre qu'à fournir. Mais nous devons y travailler lentement et systématiquement. Une meilleure façon de comprendre les soins axés sur les patients, parce que je n'ai pas été satisfait des définitions, des explications que j'ai essayé de formuler. Je me suis dit qu'une meilleure façon d'énoncer cela serait de dire ce que les soins axés sur les patients ne sont pas. Alors, qu'est-ce que les patients détestent lorsqu'ils sont dans le système de santé? À part d'être malade. Tout le monde déteste être malade, ça c'est entendu. Mais qu'est-ce qui les gêne à part ça? D'après mon expérience, et je parle non pas en tant que journaliste, mais comme fils de 2 parents qui ont souffert de maladies chroniques à long terme, c'est ça qui m'a sensibilisé à la santé plus qu'autre chose. Dans mon expérience, il y a plusieurs choses qui gênent les patients. L'impuissance, d'abord. Le sentiment d'anonymat.
le sentiment d'être un numéro plutôt qu'une personne, la discontinuité des soins, les dysfonctions chaque fois qu'on déménage ou qu'on change d'établissement ou de praticien, la répétition, la nécessité de répéter ses antécédents, le fait d'entendre parler de soi plutôt qu'à soi. Vous voyez qu'il s'agit de communication avant tout. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans mon travail, j'ai de la chance, je peux parler à beaucoup de patients, ça fait des dizaines d'années, et le sentiment qu'ils ont en commun, c'est la crainte. Il y a beaucoup de crainte quand on est malade. Nous avons tous peur de devenir patients. Pourquoi? Parce que c'est un bond dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais on sait que ce qui nous attend, c'est une perte de contrôle, un isolement qui peuvent être terrifiants. Je pense que tous les sentiments, tous les soucis que j'ai énumérés, encore une fois, ont deux causes communes. Et découle du fait que notre système est fragmenté, je vais en parler dans un instant, et aussi découle d'une mauvaise communication. La simple capacité de parler et d'écouter éliminerait facilement un grand nombre de ces problèmes quotidiens, et sans coût. Alors pour moi, les soins axés sur les patients signifient ne jamais se sentir seul. C'est ce que nous devrions rechercher. Un patient ne devrait jamais se sentir seul et abandonné. Mais le fait est, presque tous les patients dans notre système se sentent souvent seuls, abandonnés. Et ça, c'est une bonne indication qu'il y a quelque chose que nous devons améliorer dans nos soins. Nous avons créé un système de soins très élaboré, très vaste. Nous dépensons 215 milliards de dollars par an dans la prestation des soins de santé au Canada. Nous avons toutes sortes de technologies, des professionnels de santé, c'est merveilleux. Mais si nous voulons que le système soit axé sur les patients, il faut d'abord déterminer où le patient s'inscrit dans ce vaste labyrinthe. Et je crois que nous n'avons pas encore déterminé cela. Comme Judith l'a dit, les choses ont énormément progressé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça fait 30 ans que je connais le système. Les choses sont infiniment meilleures aujourd'hui, mais pas encore assez bonnes. Alors, où le patient s'inscrit-il? Il y a toute une gamme de points de vue, allant donc de la promotion radicale des consommateurs, le patient est Dieu ou le patient a toujours raison, jusqu'à l'autre extrême, un point de vue plus classique, plus paternaliste si vous voulez, selon lequel les professionnels médicaux doivent utiliser leur savoir pour donner aux patients ce qui leur convient et dans bien des cas les protéger contre eux-mêmes. Donc c'est une gamme assez étendue. Personnellement, j'ai un biais très clair. Je parle du point de vue du consommateur. Je le fais parce que je crois qu'il y a un déséquilibre en matière de pouvoir dans le système de santé entre les fournisseurs et les patients. Et des personnes comme moi qui ont le privilège de pouvoir élever la voix, doivent élever la voix d'abord pour transmettre les besoins et les désirs des patients, puisque les professionnels de la santé peuvent beaucoup plus facilement exprimer leur point de vue et leurs besoins. Bon, ceci dit, je veux souligner que je ne pense pas que les soins axés sur les patients signifient qu'il faut donner aux patients tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ça, ce n'est pas axé sur les patients, c'est idiot. La santé n'est pas un buffet à volonté et ne devrait pas l'être. Mais il ne s'agit pas non plus d'une manœuvre militaire. On ne devrait pas attendre que les patients suivent les ordres sans discuter. Entre ces deux extrêmes, il y a un équilibre. L'équilibre que nous appelons soins axés sur les patients. Comment y parvenir? On y parvient grâce au partenariat, au partage d'informations, à l'échange d'opinions et surtout avec le respect mutuel. Encore une fois, il n'y a pas suffisamment de respect, dans un sens comme dans l'autre, dans nos interactions au quotidien dans les soins de santé. Tout ce que je viens d'énumérer, ce sont les caractéristiques que l'on recherche dans une relation fournisseur-patient, dans une relation système-patient. Mais bon, ces idéaux semblent parfaits sur le papier. Encore une fois, ça peut être difficile à réaliser. Il y a des dizaines de milliers d'interactions chaque jour, des millions chaque année. Nous n'allons pas toutes les réussir. Il y a toute une littérature universitaire sur ce point. Comment réussir la prise de décision partagée? C'est tellement complexe, c'est tellement vaste. Alors, comment agir? Je crois que les fournisseurs de soins de santé doivent agir dans les intérêts des patients, et cela ne fait aucun doute. Mais les patients ont souvent un point de vue sur leurs intérêts qui est très différent de celui de leurs fournisseurs de soins et de la formation médicale que ceux-ci ont reçue. La prise de décision partagée, c'est plus qu'un constat de désaccord qui ne donnera rien dans les soins. C'est beaucoup plus délicat
il faut trouver des compromis, trouver la bonne décision finale. Il faut trouver un compromis qui respecte à la fois la responsabilité médicale et l'autonomie du patient. Il s'agit de deux impératifs qui ne devraient pas s'opposer, mais il est souvent difficile de les accorder. Alors donc c'est vraiment un équilibre délicat que nous allons devoir maîtriser pour parvenir à de véritables soins de qualité axés sur les patients. Il y a quelques minutes, j'ai parlé des craintes et des frustrations des patients. Je voudrais me placer de l'autre point de vue et parler de l'autre terme de l'équation, les soucis des professionnels de la santé à l'égard des soins axés sur les patients. Car ils ont des préoccupations, c'est clair. Les médecins, les infirmières, comme les patients, craignent une chose, de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer si on donne trop de pouvoir aux patients et qu'on perd notre propre autonomie? Il faut se rappeler toutefois, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qu'il y a un énorme déséquilibre en matière de pouvoir entre les médecins et les patients, et les infirmières et les patients, et les autres fournisseurs de soins de santé et les patients. Il ne fait aucun doute que pour fournir des soins axés sur les patients, les professionnels de la santé vont devoir mettre de l'eau dans leur vin, ils vont devoir renoncer à une parcelle de leur pouvoir et le faire de bonne volonté. Attendez, puisque je parle de professionnels de la santé qui renoncent à une parcelle de leur pouvoir, je voudrais prendre un instant pour parler du sens du mot profession. Je crois que c'est important. On parle de profession constamment et je crois que c'est important de comprendre ce que ça veut dire pour notre discussion. Une profession est un groupe qui se réserve le droit de juger la qualité de son propre travail. Il s'agit d'un groupe très autonome. La société donne aux professions comme les médecins cette autorité pour une ou deux raisons. D'abord, l'altruisme. Nous croyons que ceux qui appartiennent aux professions axées sur la guérison, comme les infirmières, les médecins, feront passer les intérêts des patients d'abord. C'est une attente. Ils ont l'expertise. On reconnaît que, grâce à de nombreuses années de formation, les professionnels de la santé ont des compétences et des connaissances que ne possèdent pas les non-professionnels et les patients. Il découle de cela un certain respect pour les mobiles et les compétences des professionnels qui jouissent donc du privilège de l'autoréglementation, qui est rare dans la société. Les professionnels de la santé se réglementent les uns les autres et nous ne donnons à presque personne d'autre dans la société ce droit. La raison pour laquelle je développe cet élément, c'est pour signaler que les interactions entre les patients et les fournisseurs de la santé sont très différentes de presque toutes les autres interactions dans notre vie. Parce que souvent on parle de la médecine comme une interaction commerciale. Je crois que ce n'est pas aussi simple. Les soins de santé, c'est un secteur où les clients, les patients, quel que soit le nom qu'on leur donne, dépendent tellement des compétences du fournisseur de soins, c'est le seul domaine où ils ne sont pas en mesure de juger leurs propres besoins la plupart du temps et ils ne sont souvent pas en mesure de juger la qualité du service. Cela ne s'applique pas aux autres interactions dans notre vie quotidienne. Les soins de santé, c'est également le seul secteur dans notre société de consommation où nous n'avons la permission que d'avoir des besoins. Pas de désir. Nous avons toutes sortes de désirs dans nos vies quotidiennes, mais dans les soins de santé, nous ne pouvons avoir que des besoins. Et ça s'applique tout particulièrement dans un système financé par les deniers publics comme au Canada. Alors, la santé est un domaine où le patient, le client, quel que soit le nom que vous lui donnez, encore une fois, a très peu de choix. Et cela donne un caractère très particulier à cette interaction. Bon, je ne veux pas surestimer l'importance du choix, parce que nous disons souvent « si nous avions le choix, tout serait mieux dans les soins de santé ». Mais il faut se rappeler que la plupart des patients n'ont pas la capacité, n'ont pas le désir de magasiner pour des services de santé. D'abord, leur état ne le leur permet pas, et le système ne s'y prête pas. Et les soins ne seraient pas nécessairement meilleurs si nous avions davantage de choix. Autrement dit, le choix est souvent illusoire. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que la multiplication des choix rendrait les soins nécessairement plus axés sur les patients. Bon, petite parenthèse sur le professionnalisme. J'espère que ce n'était pas trop technique. Alors, je reviens donc à la question que j'évoquais auparavant. Qu'est-ce que les médecins, les infirmières, les autres professionnels de la santé craignent quand des gens comme moi disent « vous savez, il faut donner aux patients plus de pouvoir, il faut donner plus d'autonomie, notre système doit être plus démocratique ». Qu'est-ce qu'ils pensent quand des gens comme moi se lèvent et disent « vous savez, les besoins des patients doivent primer les besoins des professionnels ». Bon, ça les rend nerveux, c'est évident. Ils craignent que la médecine basée sur des données probantes devra céder à la médecine basée sur les désirs du patient.
Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Les buts des patients diffèrent souvent des buts des fournisseurs de soins. Et c'est acceptable. Si nous allons partager les décisions, ce qu'il faut tout d'abord, c'est s'entendre sur les objectifs. Une fois qu'on a des objectifs, il est beaucoup plus facile de s'entendre sur un plan de traitement. Mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans les soins de santé. Quel est l'objectif du patient? Ce n'est pas nécessairement d'être guéri ou de voir son état s'améliorer par magie. Parfois, le patient veut simplement une vie meilleure, plus facile. J'y reviendrai dans un instant. Un patient bien informé et compétent devrait pouvoir refuser les soins ou exiger une seconde opinion ou demander une approche différente des soins. Mais ce que je viens de dire, être bien informé, c'est important. Or, nous ne parvenons pas bien à informer et à sensibiliser les patients. Nous n'avons pas le temps d'avoir des entretiens avec eux, d'évoquer d'autres solutions. Nous précipitons, nous hâtons les choses. Nous avons des modalités très rigides de prestation des soins, des procédures, des lignes directrices, des restrictions. Il y a une chose qu'on entend souvent dans nos interactions, Judith l'a dit, c'est le règlement, c'est comme ça qu'on fait les choses. Asseyez-vous, attendez, faites ce qu'on vous dit. C'est une attitude qui n'est pas axée sur les patients. Bon, je ne dis pas que les règles sont toujours superflues, parfois elles sont nécessaires, mais nous avons tendance à appliquer des règles arbitraires de manière rigide et cela n'avantage personne, ni les patients, ni les fournisseurs. Vous pourriez certainement citer 10 exemples de ce genre de cas, qui ne sont pas tous kafkaïens comme les exemples de Judith, mais tout le monde a ce genre d'exemple. Je vous en donne un tiré de mon expérience récente. Prenons un patient imaginaire, moi, qui a une douleur au pied, une douleur chronique au pied, va chez le médecin, personne ne trouve rien. Enfin, on décide, vous devez avoir une radiographie, ce sera peut-être une fracture, quelque chose. Alors, vous prenez rendez-vous, votre radiographie, 2 jours plus tard, la clinique vous appelle et vous dit, les résultats sont disponibles. Alors, vous dites, parfait, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas vous le dire au téléphone, c'est le règlement. Alors, vous allez donc sur vos béquilles à la clinique et on vous dit, vous avez une fracture au pied, il vous faut un plâtre. Vous dites, bravo, mettons le plâtre. Non, il faut prendre rendez-vous et revenir, c'est le règlement. Alors donc, on revient encore une fois et on se dit, mais pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas me dire au téléphone que j'avais une fracture? Parce que c'est le règlement. Mais c'est une digression. Je pourrais donner toute une causerie intitulée « C'est le règlement ». Mais je crois que vous comprenez où je veux en venir. Il faut être un peu plus sensé, un peu plus pratique. Encore une fois, le système ne s'y prête pas toujours et nous devons donc surmonter la paralysie du système. La paralysie. Donc, la deuxième crainte des professionnels de la santé est un prolongement de la première que j'ai évoquée. Le coût qu'entraînerait le fait de donner aux patients plus de pouvoir. On s'attend à ce que les médecins en particulier, mais tous les autres professionnels de la santé dans une certaine mesure, soient des intendants de nos ressources de santé. Nous les chargeons de lourdes responsabilités au niveau des dépenses. Les médecins en particulier estiment que ce pouvoir, cette responsabilité pourrait leur échapper si les soins sont trop axés sur les patients. La réponse la plus courante que j'entends des médecins quand on parle de soins axés sur les patients, c'est une variante sur on ne peut pas faire passer à tout le monde un IRM s'ils le demandent. Les patients vont devenir fous, ils vont demander toutes sortes de choses si on leur donne un pouvoir. Je ne suis pas convaincu que ce soit vrai. Je crois que cette croyance est basée sur l'hypothèse essentiellement fausse que les patients sont des gaspilleurs irresponsables, ou des gaspilleurs plus irresponsables que les médecins, toutes choses étant relatives, bien sûr. Je crois qu'il ne fait aucun doute que dans notre système, il y a beaucoup de traitements excessifs. Il y a des traitements insuffisants, il y a des traitements erronés. Il y a beaucoup de façons dont on pourrait mieux faire les choses dans notre système. Selon beaucoup d'estimations, environ 30% des soins que nous fournissons ne sont pas utiles. Ça fait 60 milliards de dollars par année de gaspillage, si vous voulez faire le calcul. Donc nous pourrions certainement mieux faire les choses. Et vous en avez entendu des exemples éloquents ce matin dans la causerie de Daniel Martin. Mais ça ne veut pas dire que je suis convaincu que le fait de donner aux patients plus de pouvoir va faire empirer les choses. Il y aura une petite minorité de patients qui exigeront des choses déraisonnables, mais ils seront une minorité minuscule. Et on ne doit pas imposer des règles, surtout bureaucratiques, créer d'énormes obstacles à l'interaction simplement pour traiter
quelques cas difficiles. Il faut les traiter séparément. Je pense que les patients peuvent apporter beaucoup de savoir utile à leurs soins, mais ils ne le peuvent que si on leur donne la possibilité de participer. Et encore une fois, c'est de cela qu'il s'agit dans les soins axés sur le patient. Selon mon expérience, la plupart des patients sont très raisonnables. En fait, je crois que les Canadiens n'exigent pas assez dans leurs soins. Ils sont un peu trop prompts à accepter les délais ou de se faire dire quoi faire. Ils reçoivent volontiers les conseils, parfois trop bien. Ils ne remettent pas suffisamment les choses en question. Ce que nous voulons, c'est autre chose. Nous voulons un partenariat qui donne des résultats. Et encore une fois, pour y parvenir, il faut que les patients soient sensibilisés et informés, et il faut également qu'ils prennent une responsabilité. Donc le troisième volet, c'est ceci. Les patients doivent faire preuve de responsabilité. On n'en parle pas suffisamment. C'est un élément important de l'équation, mais il faut qu'ils aient le pouvoir et la capacité de prendre cette responsabilité. On ne permet pas aux patients d'obtenir facilement des renseignements crédibles et objectifs, et il n'est pas possible d'avoir des conversations quand on a des rendez-vous de 7 minutes selon le barème. Et on ne peut certainement pas avoir des entretiens sereins avec un patient qui a attendu 5 heures au-delà de l'heure prévue de son rendez-vous, de sa rencontre. Je voudrais évoquer une autre crainte des professionnels de la santé, c'est-à-dire que leurs besoins et leurs désirs seront ignorés encore plus qu'ils ne le sont maintenant, encore une fois, si nous donnons plus de pouvoir aux patients. Ils s'inquiètent que l'on exigera encore plus de leur temps, de leur énergie, plus de responsabilités, et qu'ils ne seront pas rémunérés pour ces prestations supplémentaires. Et je crois que c'est une crainte légitime. Je crois qu'il faut prendre garde à ce que les soins axés sur les patients ne deviennent pas un moyen pour faire travailler les professionnels de la santé davantage pour moins cher, et nous devons parler ouvertement. Mais est-ce que les soins axés sur les patients signifient la subjugation des médecins et des infirmières? Je ne crois pas. Je crois qu'en définitive, il s'agira d'une façon plus riche et plus intéressante de pratiquer de la médecine. Je vais en dire un peu plus sur la relation médecin-patient à la fin de ma causerie, mais auparavant, je voudrais prendre quelques instants pour parler du système, parce que tout ce dont j'ai parlé concerne les premières lignes. Les patients doivent changer, les médecins doivent changer, la culture doit changer, mais pour permettre tout cela, il nous faut un système qui le permet, il nous faut un système plus intelligent et plus moderne. Le problème fondamental de notre système de santé, c'est qu'il est démodé. Il a été créé dans les années 50 et 60 pour une population jeune et en santé, et maintenant nous traitons une population plus âgée, qui a beaucoup de maladies chroniques. Donc il y a cette incohérence au quotidien, et il faut régler ce problème structurel avant de parvenir à ces autres objectifs pratiques. Qu'est-ce qui doit être réglé? Je voudrais évoquer 5 éléments assez rapidement, parce que si vous lisez mes chroniques ou si vous m'avez entendu parler auparavant, j'ai tendance à m'étendre sur ces points, donc je voudrais les résumer très rapidement. Alors, il s'agit de faire passer l'assurance maladie au XXIe siècle, de créer une structure qui permet une interaction plus démocratique entre les patients et les fournisseurs de soins. Il y a 2 problèmes fondamentaux que nous devons aborder, la prestation des services et le financement. Je vais commencer par la prestation de services. Comment faire en sorte que la structure du système soit plus axée sur les patients? D'abord, je crois qu'il faut prendre la question des soins primaires en charge. Il faut essentiellement inverser notre système qui est actuellement axé sur les hôpitaux. Il faut faire des soins primaires dans la communauté le point de mire du système. Il faut nous éloigner de notre modèle de soins aigus épisodiques pour passer à un modèle de soins chroniques. Et pour cela, il faut que chaque patient ait un rattachement médical, médecin, infirmière praticienne, clinique, qui joue le rôle de point de coordination centrale de ces soins. Et il faut créer un système qui suit le patient toute sa vie, bien coordonné. Donc la coordination, c'est essentiel. Et puis la prestation de soins en équipe interdisciplinaire plutôt que par des praticiens individuels. Deuxièmement, les médicaments. On entend beaucoup parler dans cette campagne électorale de la nécessité d'une assurance médicaments. Il est certain que nous devons prolonger la couverture universelle de santé pour l'étendre aux médicaments sur ordonnance. Nous avons une courte pointe de régime d'assurance médicaments qui couvre environ 27 millions de Canadiens. Ça veut dire que 6 millions de Canadiens n'ont pas d'assurance maladie universelle. Et ça doit nous inquiéter pour un pays qui est si fier de son assurance maladie.
Je ne propose pas que chaque médicament sur ordonnance de A à Z doit être couvert pour tout le monde, mais nous devons trouver moyen de rendre les médicaments abordables et accessibles pour tous ceux qui en ont besoin. Troisième point, les soins à domicile. Nous devons traiter les gens là où ils habitent si nous voulons créer un système axé sur les patients. Nous devons les traiter dans la communauté, pas nécessairement dans de vastes établissements. Bon, beaucoup de gens se disent, bon, ben, c'est trop cher. Mais c'est cher seulement si c'est surajouté. Mais si on remplace nos soins en établissement en bonne partie par nos soins à domicile, ça peut marcher. Les déterminants sociaux. On ne parle pas assez de tous les autres facteurs qui nous rendent sains ou malades. Il faut investir davantage dans les efforts de prévention, surtout pour les groupes socialement désavantagés et marginalisés, comme les autochtones. Nous devons cesser de faire semblant que la santé n'est qu'un problème médical. La médecine est souvent un facteur mineur. L'éducation, le logement, le revenu, le cadre physique, cadre de vie physique, tous ces éléments sont essentiels pour la santé d'une population. Et il faut également que l'ensemble du gouvernement soit mobilisé pour la prestation des soins de santé plutôt que de fournir des soins aux malades isolément dans notre système médical. Dernier point, la qualité. Tout à fait approprié pour cette conférence. Sûr, rapide, efficace. Voilà quels doivent être les principes directeurs de la prestation des soins par-dessus tout. Si on n'a pas ces éléments, on n'a pas de soins axés sur les patients. Il s'agit de questions donc administratives, techniques et non pas médicales. Nous dispensons de très bons soins de santé au Canada. Nous sommes excellents lorsqu'il s'agit de l'intendance, mais nous ne parvenons pas donc à guider les patients dans le système, à veiller à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité dans les soins. C'est sur cela que nous devons concentrer nos efforts. Assurer la qualité de l'ensemble du traitement et pas simplement un groupe d'îlots d'excellence isolés. Alors, il y a beaucoup à faire pour réformer les soins de santé, mais encore une fois, si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas avoir la capacité de modifier ces interactions en première ligne. Bon, la prestation des soins, c'est facile. Il faut également changer le financement. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à en parler parce que je crois que tout le débat public contre privé, c'est une fausse opposition. Je vais dire un ou deux mots rapidement. Bon, il faut accepter que si nous avons un régime d'assurance publique, il ne va pas tout couvrir. Il va couvrir l'essentiel. Mais il faut définir ce que signifie l'essentiel. Les responsables du système doivent reconnaître que notre système actuel, dans lequel l'assurance publique ne couvre que les services des médecins et les soins en hôpital, ne suffit pas à notre population actuelle, nos caractéristiques démographiques. Il faut étendre l'assurance maladie aux médicaments, aux soins à domicile, aux soins de longue durée, tout en limitant la couverture universelle à l'essentiel. Comment faire? La couverture universelle n'est pas synonyme de couverture illimitée. Nous devons faire des choix difficiles. Il faut définir clairement ce qui est couvert par l'assurance maladie et ce qui n'est pas couvert. Et la plupart des pays européens le font et beaucoup mieux que nous. Et surtout, il faut commencer à payer ce qui marche, payer pour des résultats plutôt que payer pour du volume. Et encore une fois, si nous ne le faisons pas, les soins ne seront pas axés sur les patients. Bon, tout ça, ce sont des questions très importantes. Je voudrais qu'on en parle davantage dans cette campagne électorale, mais ce n'est pas le cas. Bon, vous vous demanderez, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec le thème qui nous occupe? Encore une fois, je pense que si on doit évoquer les soins axés sur les patients, on ne peut pas parler uniquement de relations individuelles entre les fournisseurs et les patients. Quand vous êtes dans une pièce à participer à un entretien intime sur votre santé, il y a un tiers dans la salle. C'est le payeur, c'est le contribuable. Et ça compte. Nous payons pour les soins de santé aussi bien par les primes publiques, qui sont des taxes, et les primes privées, et nous payons cher chaque année, comme je l'ai dit, 215 millions de dollars. Si nous avons un système d'assurance santé qui est inabordable, un système de santé qui n'est pas durable financièrement, c'est par définition pas axé sur les patients parce que ça ne va pas durer. Il faut créer un système dans lequel nous pouvons fournir des soins de qualité, et une fois que nous le ferons, ce n'est qu'alors que nous pouvons parler davantage des détails du système axé sur les patients. Bon, le temps qui m'est imparti est presque écoulé. Avant de conclure, je voudrais aborder un dernier point. Comme je l'ai dit, je voulais revenir au chevet, en première ligne, et parler en termes un peu plus pratiques de ce que cela signifie pour les patients. Donc, je voudrais
prendre l'exemple de ma mère. Ma mère était atteinte de MPOC, de maladie pulmonaire obstructive chronique, pendant longtemps. C'est l'une des petites vieilles dames qu'on voit au supermarché avec leur bouteille d'oxygène. Et il y en a beaucoup. Elle a eu beaucoup d'interactions avec le système de santé. Si vous êtes atteint de MPOC, vous êtes susceptible aux infections, vous avez des problèmes cardiaques et comme elle, vous finissez par avoir une série d'ACV à cause de mauvaise coagulation du sang, des chutes, de démence, etc., faute d'approvisionnement du cerveau en oxygène. Bon, globalement, ma mère, comme la plupart des Canadiens, a reçu des soins formidables. Quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, les soins au Canada sont inégalés. Mais, comme la plupart des Canadiens dans le système de santé, elle a eu de nombreuses frustrations. Ce qui l'irritait le plus, c'était de devoir répéter ses antécédents chaque fois qu'elle allait à un hôpital ou voir un nouveau médecin, parce qu'il n'y avait pas de fichier électronique et qu'elle avait un dossier papier qui était épais de 6 pouces et que personne ne pourrait entamer la lecture de cette brique, alors elle devait se répéter encore et encore. Mais ce qui la gênait le plus souvent, c'était que très peu de professionnels de la santé lui demandaient ce qu'elle voulait. Ils avaient toutes sortes de recommandations, de suggestions pour améliorer sa vie, des nouveaux traitements, des tas de choses qu'elle pouvait essayer. Mais ils ne demandaient jamais, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Comment voulez-vous que vos soins soient améliorés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et ça, c'est une question qui devrait inaugurer chaque interaction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ma mère a reçu toutes sortes d'équipements, de médicaments, de soins. Je n'arrive pas à imaginer combien ça a coûté et chaque jour nous étions reconnaissants pour l'assurance maladie. Mais on n'a pas consacré assez d'efforts à apaiser ses craintes plutôt qu'à donner suite aux résultats de ses analyses de sang et de ses tests d'oxygène. Ma mère, comme beaucoup de personnes de son âge, avait une crainte avant tout, c'était la crainte de tomber. Beaucoup de personnes âgées craignent de tomber, de se blesser, d'être prises au piège seules dans leur maison. C'est une crainte terrible. Je me rappelle avoir eu une discussion avec un médecin pendant un de ces rendez-vous. Ce médecin était très fier. Il était très fier parce qu'après des mois et des mois, finalement, il avait réduit la tension artérielle de ma mère comme il le souhaitait. Mais ma mère était de très mauvaise humeur. Elle était de mauvaise humeur parce que les nouveaux médicaments qu'il lui avait prescrits l'étourdissaient et lui faisait courir le risque de tomber. Ce médecin n'avait pas compris ce qui était très important. Ce n'étaient pas les les indicateurs qu'il notait dans le dossier, c'était la manière dont la patiente vivait sa vie. Il n'a pas dispensé des soins axés sur le patient en ne demandant pas à la patiente ce qui était important. Et je crois que cela se produit trop souvent. Il ne s'agit pas de fournir les meilleurs soins sur le papier. Il s'agit de fournir les meilleurs soins pour le patient en question, au moment en question, en fonction sur ses besoins, en fonction de ses circonstances réelles. Ça, c'est un défi. Et c'est un défi à notre capacité de dire « je ne vais pas faire tout ce que je peux faire, je vais faire ce qui est important pour cette personne en particulier ». Alors, pour conclure, je voudrais vous proposer quelques exemples provocants de manière dont nous pourrions rendre les soins plus axés sur les patients. Donc, voici une liste de 10 innovations qu'on pourrait mettre en œuvre aujourd'hui sans aucun coût. Bon, encore une fois, c'est provocant, c'est mineur peut-être, mais je voulais faire passer le message qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire pour progresser dans cette odyssée vers un système axé sur les patients. Rapidement. Numéro 1, pas de restrictions sur les heures de visite dans les hôpitaux. Deuxièmement, les patients devraient pouvoir décider ce qu'ils veulent porter parce que tout le monde déteste les jaquettes. Troisièmement, les patients et les familles devraient pouvoir participer aux tournées lorsqu'ils le désirent. Les dossiers médicaux appartiennent aux patients. Si les fournisseurs de santé veulent les consulter, ils devraient demander la permission des patients, pas l'inverse. Les outils de partage de décision doivent être la norme dans chaque interaction et ça devrait être enseigné dans les facultés de médecine et de sciences infirmières. Réserver les rendez-vous en ligne, ça devrait être la routine, pas la science-fiction. Nous devrions tous apprendre la valeur du silence, de l'écoute. Une étude célèbre a montré que les médecins en moyenne interrompent le patient après 24 secondes. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'avantages à garder le silence et à demander « que voulez-vous aujourd'hui ?» Il faut abandonner le terme « inobservance ». Ça, c'est un des termes que je déteste le plus en médecine. Si les patients ne suivent pas les instructions recommandées, il faut comprendre pourquoi et régler le problème, pas blâmer le patient. Et enfin, offrir un stationnement abordable.
C'est drôle, mais ça fait 30 ans que j'écris sur les soins de santé. Il y a une plainte que j'entends plus souvent que d'autres, c'est le coût du stationnement. Voilà, au Canada, on peut s'en plaindre. Bon, si vous avez compté, ça fait seulement 9 propositions. Ça, c'est parce que les journalistes ne savent pas compter. Mais aussi, c'est parce que je voulais souligner que ce sont les petites choses qui comptent le plus. Et ça, c'est un message très important que Judith nous a transmis de façon très éloquente. Les soins axés sur les patients, et voici ma 10e suggestion, les soins axés sur les patients, c'est une question de valeur. Il s'agit de valoriser le patient comme personne, pas comme une collection de symptômes ou un dossier ou un numéro, ou un échec ou une réussite pour le médecin traitant. Comme je l'ai dit au début, c'est une question de culture et d'empathie. La première étape, et peut-être la plus importante pour changer une culture, consiste à faire exactement ce que vous faites tous ici aujourd'hui. Reconnaître la nécessité de changer, se concerter pour en parler et travailler petit à petit à changer les choses, même lorsqu'il y a des matchs de baseball excitants à côté. Alors encore une fois, merci d'être ici, merci de m'avoir écouté. J'ai hâte d'entendre vos questions s'il y en a. Et sinon, vous savez où se trouve le Skydome.